Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de vives tensions au Sénégal, au lendemain de l'arrestation et la mise en garde à vue de Ousmane Sonko, homme politique et prétendant au fauteuil présidentiel. Ses partisans font face aux forces de l'ordre dans plusieurs villes sénégalaises, avec à la clé des pillages, saccages et au moins un mort. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Et au Cameroun, des scènes de dépravation des mœurs prennent de l'ampleur en milieu scolaire, des scènes pornographiques décriées à Kribi, mais également à Kumba. Autorité en charge de l'éducation prévoit de lourdes sanctions, mais certains acteurs de la communauté éducative estiment que le problème est plus profond. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images qui nous viennent de Dakar, la capitale du Sénégal, là où, après l'arrestation de Ousmane Sonko, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et les partisans de Ousmane Sonko, homme politique, député déchu de l'immunité parlementaire et prétendant au fauteuil présidentiel. Il est arrivé 3e à la dernière élection présidentielle. Et vous le voyez en image, des scènes d'émeutes survenues à Dakar, au Sénégal, là où des jeunes et autres partisans d'Ousmane Sonko ont jeté des projectiles sur les forces anti-émeutes sénégalaises mobilisées afin de faire face à cette grogne observée dans les principales artères du Sénégal. Des saccages et pillages de magasins ont eu lieu dans la capitale ainsi que dans différentes villes du Sénégal, pourtant réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. 14 supermarchés français ont été attaqués, dont 10 pillés, a rapporté la direction d'un groupe français. Les écoles françaises dans le pays ont fermé. L'agence d'Air France avait pour sa part tiré le rideau. Il faut préciser que ce soir, malgré cette mobilisation des partisans d'Ousmane Sonko et ces actes de violence qui ont fait au moins un mort, l'opposant Ousmane Sonko a été de nouveau placé en garde à vue ce vendredi. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait en cortège au tribunal où il était convoqué hier, jeudi. L'opposant est visé par au moins 2 procédures. Il a été présenté à un juge ce vendredi. Dans celle concernant des faits de viol présumés, il en est ressorti sans être inculpé, mais avec un nouveau rendez-vous prévu lundi prochain, ont expliqué ses avocats. Il a ensuite été replacé en garde à vue, cette fois dans le cadre de la procédure pour trouble à l'ordre public. Ses avocats estiment qu'il est victime d'une tentative de liquidation aux fins d'élimination d'un adversaire politique, et tous pointent du doigt le président Macky Sall. Dans une interview accordée à RFI et Alain Foka, le président sénégalais avait estimé que c'était une affaire qui relevait de la justice et non de la main de l'exécutif au Sénégal. Des images de tension enregistrées toute la journée à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises. Et au Cameroun, c'est un scandale lié aux scènes pornographiques observées au lycée de Kribi, établissement scolaire public situé à Kribi, station balnéaire. Un conseil disciplinaire s'est tenu sous haute tension, à tel point que des journalistes venus s'enquérir de la situation ont été pris à partie dans cette ville située dans la région du Sud. Le récit des faits avec Joseph Abena. Ces images sont celles du correspondant de Vision 4 violenté par les enseignants du lycée bilingue de Kribi. Une autre victime de cette barbarie, c'est le correspondant de DBS Télévision. La violence a démarré. Ils ont arraché mon caméscope, téléphone caméscope. Ils ont frappé au sol. Il a frappé au sol. Ils sont acharnés sur JC Kamta. Ils l'ont littéralement pinché et il saignait. Et je vous le dis, pendant qu'il tapait sur le confrère de Vision 4, il l'appelait par son nom.
Les journalistes étaient venus ici pour la tenue du conseil de discipline au sujet de la fameuse vidéo obscène qui fait le tour des réseaux sociaux. Cette situation a indigné plus d'un observateur. J'ai été témoin des coups de poing, monsieur qu'on tabassait. Tout de suite, j'ai pensé que c'était un voleur, mais c'est pas la suite que s'est rendu compte que c'était bien entendu un journaliste qui voulait justement collecter les informations. Et n'eût été même d'ailleurs l'intervention très énergique d'un de mes amis, Sa Majesté Imtonga Zambi, qui a essayé un peu de calmer les bourreaux. L'analyse que je pose est suffisamment claire. Ce que l'on constate malheureusement avec effroi, que la violence a fait le lit dans tous les lieux de socialisation. Et puis, dans un lieu comme l'enseignement, dans les établissements scolaires où les élèves poignardent des enseignants, les élèves insultent, les parents qui viennent gifler les enseignants et les enseignants eux-mêmes qui sont d'ailleurs en charge justement de la production, de la construction des esprits, eux-mêmes qui passent aussi par la violence. À la question de comprendre les origines d'une telle barbarie en milieu éducatif, certains parents n'hésitent pas d'émettre des réserves sur les motivations de ces enseignants. Certainement, on y voit, n'est-ce pas, une certaine volonté, n'est-ce pas, de saboter et de battre en brèche tout le travail qui est fait par le proviseur, à savoir M. Maurice Noah, et qu'il y a des collaborateurs, malheureusement, qui ne voient pas ça d'un bon oeil et qui, n'est-ce pas, se comportent de cette manière, dans le sens où certains de ces enseignants ne sont même pas étrangers à tous ces scandales en chaîne que connaît le lycée bilingue de Kribi aujourd'hui. Parce que certainement, aujourd'hui ou demain, les langues se délieront. Parce que certains de ces enseignants brillent par le harcèlement des enfants, des jeunes filles, etc. Et pour le conseil de discipline proprement dit, les parents devront encore attendre le résultat des consultations. Le conseil a résolu d'informer individuellement le parent chaque parent, je dis, d'abord par voie orale, ça il sera convoqué, et puis après il sera signifié par suppli recommandé, suppli fermé. Donc chaque parent saura la sanction qui sera réservée à son élève. Donc ce sera pris au cas par cas. Ils sont une vingtaine d'élèves, dont 17 filles dans cette classe de terminale bilingue, à être traduits au conseil de discipline. Le proviseur Jean-Maurice Noah a pris en charge le reporter blessé et ouvert une enquête sur ces violences des enseignants sur les journalistes. Le cas du lycée de Kribi est loin d'être un cas isolé. Cette dépravation des mœurs a également été décriée dans le lycée situé à Kumba, dans plusieurs établissements scolaires publics, là où un groupe d'élèves a été pris en flagrant délit d'actes pornographiques et de consommation des drogues aux heures de cours, toute chose qui a suscité la colère du préfet de la Mémé. Évocation avec Jean-Paul Chouniat. Une scène presque inhabituelle dans la cour des services de la préfecture de la Mémé. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Près d'une vingtaine d'élèves de plusieurs établissements scolaires sermonnés par le maître des lieux, le prophète Toundon Chamberlain. Ils ont été interpellés en pleine école buissonnière par une patrouille de police au lieu dit Watafol à Barombi, un quartier de la ville de Kumba. Vos parents dépensent assez d'argent pour vos inscriptions et autres. Jugez vous-même vos actes. Et toi, ton papa est-il au courant? Toi, le vieux là, tu viens d'où? D'après les informations collectées à bonne source, ces élèves étaient en flagrant délit de pratiques immorales et répréhensibles, pris en débat sexuel en plein air. Des filles dansant toutes nues devant des garçons et d'autres consommant des stupéfiants et boissons enivrantes. On vous envoie étudier. Vous préférez fumer du chanvre indien, consommer du tramadol, danser nu, boire du whisky en sachet. Quel est même votre problème au juste? N'avez-vous pas pitié de vos parents? Après leur avoir exprimé toute sa colère et sa déception, le préfet de la Mémé Toundon Chamberlain a remis ses élèves au délégué départemental des enseignements secondaires
avec instruction ferme d'avoir un œil sur les sanctions à administrer à ces auteurs de déviance en milieu scolaire. Au regard de la recrudescence des cas de Covid-19 au Cameroun, le gouvernement prévoit des dépistages en milieu scolaire. Le ministre des Enseignements secondaires compte faire subir des tests systématiques au Covid-19 à tous les élèves, ainsi que l'ensemble des personnels des établissements scolaires d'enseignement secondaire et normal sur toute l'étendue du territoire national. Une campagne de dépistage qui, selon le ministre de l'Enseignement secondaire, vise à réduire les cas de contamination à l'effet de permettre le déroulement serein du calendrier de l'année scolaire 2020-2021. Cette opération qui sera menée avec l'accompagnement technique du ministère de la Santé publique, l'accès dans les établissements scolaires sera désormais conditionné par la présentation obligatoire d'un test récent négatif au Covid-19, précise le ministre Pauline Nalova-Lyonga, et compte la bonne compréhension des Camerounais, une décision qui suscite déjà, qui sème déjà la confusion dans l'esprit de certains parents d'élèves. Nous y reviendrons. C'est une colère noire chez les transporteurs camerounais faisant le corridor Douala-N'Djamena. Mécontents, ils ont investi le siège du bureau en charge des formalités administratives ici à Douala. Une manifestation visant à dénoncer des abus et obstacles à leur activité, notamment les goulots d'étranglement lors de l'obtention des documents nécessaires pour effectuer le voyage entre Douala et N'Djamena. D'autres précisions avec Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Colonel de l'armée, nous ne le voulons plus. C'est notre pays. Il ne doit pas nous dicter la loi ici au Cameroun. Devant le bureau national du fret terrestre au Kati-Akwa à Douala, les esprits s'échauffent. Par dizaines, ces transporteurs camerounais expriment leur colère. Le BNF a décidé de ne pas les livrer, les BNF. S'ils passent par des procédures normales comme le gouvernement et les autorités ont arrêté, si tu passes par le bureau, on ne te donne pas leur papier, qui est le document important pour le transit. Ces documents, ce sont notamment les bons de chargement. Ils permettent aux transporteurs d'assurer le respect du prix du transport sur le corridor Douala-N'Djamena pour ce cas précisément. En passant par les procédures officielles, les transporteurs camerounais en colère disent buter à l'obstacle final le Bureau national du fret terrestre. Les conséquences économiques sont incommensurables pour les opérateurs camerounais, des pertes en millions de francs CFA. Il menace les gens dans son bureau avec l'arme. Actuellement, nos camions sont immobilisés au port ça fait 2 semaines. On paye l'accès de port journalier 8 000 francs par jour. Et ils refusent de donner la lettre de voiture aux transporteurs camerounais. Autre récrimination, les immatriculations jugées abusives des camions via des sociétés de transport créées au Cameroun, le non-respect des quotas réglementaires, l'exercice des activités de transport à l'intérieur du territoire camerounais en violation de la réglementation en vigueur. Le Camerounais devrait payer, écoute bien, le Camerounais devait payer la lettre de voiture obligatoire, soi-disant BNF, à 2 000 francs. 2 000 francs, voilà pourquoi ils immatriculent leur camion au numéro camerounais pour bénéficier les 2 000 francs et nous faire payer dans le quota tchadien de 225 000. Et nous avons les preuves. Sollicité, le Bureau national du fret terrestre n'a pas souhaité s'exprimer. Il s'agit de l'organisme public tchadien de facilitation du transport des marchandises par la route entre le Cameroun et le Tchad. Ces relations avec les transporteurs camerounais sont les plus crispées depuis plusieurs mois. En se disant artisans de l'intégration sous-régionale, les transporteurs camerounais appellent les autorités camerounaises à se saisir du malaise qui couvre entre les deux parties afin de sauver leurs activités en difficulté. On ne le voit plus. Restons à Douala où un incendie a décimé plusieurs boutiques sur la rue Jameau en plein centre-ville de la capitale économique du Cameroun. L'origine de l'incendie reste encore inconnue et des commerçants avec leurs yeux pour pleurer devant d'importants dégâts matériels enregistrés à la suite de cet incendie. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Le récit des faits avec Innocent Abega et Cédric Djing. Il n'est que 8 heures ce matin à la rue Foch à Akwa, lorsqu'une épaisse couche de fumée noire inhabituelle déloge les habitants de leur lit. Vu de près, la scène fait encore plus froid dans le dos. Des boutiques ravagées par des flammes, sous le regard impuissant des riverains et autres badauds.
Alertés, les soldats du feu feront leur arrivée quelques minutes plus tard. Après quasiment une heure d'un âpre combat mené contre les flammes qui menaçaient de se propager, ce sera finalement grâce à l'arrivée d'une deuxième unité de sapeurs-pompiers et à la main forte prêtée par les riverains que l'incendie sera maîtrisé. Les pompiers réussiront à les circonscrire. À l'issue de l'intervention des soldats du feu, il ne reste plus rien de la brocante et du prêt-à-porter que quelques planches carbonisées. Selon les témoignages des riverains, le départ des flammes aurait été causé par un court-circuit électrique dû aux installations anarchiques. Au ministère de la fonction publique, une suspension de 3 mois vient d'être infligée à un cadre contractuel d'administration en service à la direction de la gestion des carrières. Le ministre de la fonction publique reproche à Alain Calvin Batonga des actes d'intimidation, inconduite notoire et discourtoisie caractérisée à l'égard des usagers. Selon la décision du ministre Joseph Lay, cette suspension de fonction a des conséquences salariales. L'intéressé ne pourra pas prétendre à sa rémunération mensuelle à l'exception des allocations familiales, indique la décision du ministre de la fonction publique. Dans de l'actualité, le Septentrion reste la région la plus pauvre du Cameroun. Illustration à Mozogo, où les populations subissant les affres de la guerre contre le terrorisme ont déserté les villages. Elles se plaignent d'une insécurité grandissante, à la fois des bandits de grand chemin, mais également des combattants du groupe terroriste Boko Haram dans cette partie du Cameroun. Évocation dans ce reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidié. La localité de Mozogo, dans le département du Mayo-Moskota, à l'extrême nord, s'est vue vider peu à peu de la grande majorité de ses habitants. Ces derniers fuient les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Plusieurs habitants ont été tués, certains enlevés et du bétail emporté par les assaillants. À l'exemple, hier dans la soirée, environ de 15 h, on a pris une femme là qui est partie chercher le bois dans le quartier Maïgbori. Et qu'on a voulu l'intervention militaire, ça n'a pas eu lieu. Et que les comités de vigilance, ils n'ont que les machettes et les bâtons à main. Ceux-là viennent avec les kalachnikovs, tout ça, là, les armes lourdes. On ne peut les poursuivre. Même l'élevage, dès qu'on voit il y a 1, 2, 3 béliers ou les bœufs chez toi, on vient de force là, on va prendre. Et les attaques sont régulières. Il y a des fois même les attaques dans une demi-heure. Il y a une attaque à Kaliari, il y a l'autre attaque à Maïgbori. Actuellement, la boutique que vous voyez, ça a été attaqué plus de 2 ou 3 fois. Les affaires que vous voyez actuellement comme ça, dès que quand ça sera 18 h, je commence à ramasser pour amener à l'intérieur. Et c'est par rapport à l'insécurité. Parce que 2 ou 3 fois, maintenant le pourquoi, je ne me fatigue pas. Chaque soir, chaque matin, je me lève 5 h ou 6 h, je reviens encore, je ramasse pour venir arranger ça. Ceux des habitants de Mozogo qui sont restés sur place disent avoir été contraints d'abandonner leur domicile pour se réfugier en brousse, s'exposant davantage au danger. Mais un danger qu'ils préfèrent, disent-ils, comparé aux affres de Boko Haram dans cette région. On marche comme ça là, on ne sait quoi faire. On n'arrive même pas à manger chez nous. On mange même en brousse, on dort même en brousse avec le temps de froid ici. On dort en brousse. Il pleut, on dort dans la pluie. Les bureaux sont fermés. Ils ont peur de venir à cause de l'insécurité. Même nos enfants même ne viennent même pas à l'école maintenant. Ils ont peur à cause de l'insécurité. Que le gouvernement regarde quand même de notre côté pour nous envoyer les militaires contre ça. Parce qu'on abandonne la maison, on dort en brousse. C'est la réalité. Les gens ne dorment pas à la maison, on dort en brousse. Nous attaquer. Ils viennent avec le cheval, ils viennent avec la moto. Même dans la journée, ils n'ont même pas peur, ils viennent maintenant comme ils veulent. Les membres du comité de vigilance disent être à bout de force. Le matériel mis à leur disposition est insuffisant pour couvrir toute la zone ciblée par les hors-la-loi. Comme une bouffée d'oxygène, la commune de Mozogo vient de doter le comité de vigilance local de matériel roulant,
machettes, torches et autres équipements. Nous demandons encore beaucoup plus à chef de l'État de renforcer les militaires sur le terrain, surtout la zone qui tend de Zélevec jusqu'à Asigassia. Il faut donc cette guerre prendre fin parce que nous sommes déjà fatigués. Nous enregistrons une trentaine de villages qui se sont déplacés parce qu'ils se sentaient menacés effectivement de l'insécurité qui prône nuit et jour. Cet exode massif des populations observé à Mozogo actuellement est aussi vécu dans plusieurs autres localités dans la région de l'extrême nord. Que faut-il faire pour promouvoir les femmes entrepreneurs engagées dans la sensibilisation, la fabrication et la commercialisation des produits Made in Cameroun? Mireille Fomecan, présidente de la commission entrepreneuriat féminin du JICAM, pense qu'il faut une réponse globale impliquant les acteurs économiques, les institutionnels, dans une stratégie visant à la fois à donner des marchés plus importants à ces femmes, leur donner les outils nécessaires pour être plus compétitives sur un marché de plus en plus concurrentiel. Je vous invite à suivre Mireille Fomecan, présidente de la commission entrepreneuriat féminin du JICAM. L'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, il existe. C'est une réalité. Elles sont nombreuses. Elles font des choses extraordinaires. Et je vous assure que je n'exagère pas quand je dis que ce sont des héroïnes du quotidien. Ce sont les héroïnes de notre économie. Simplement, elles restent encore à la trop petite entreprise. Elles restent encore à l'artisanat. Elles produisent, mais sous forme artisanale. Elles sont rares, celles qui ont créé de vraies unités de production industrielle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà un soutien de l'ordre gouvernant. Les gens qui nous dirigent doivent soutenir le Made in Cameroun. Et comment est-ce qu'on soutient l'industrie locale? On la soutient en consommant. Nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. L'État du Cameroun doit inclure dans sa mercuriale les produits du Made in Cameroun. C'est une exigence d'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à acheter des cure-dents qui viennent de la Chine ou d'autres pays. Je n'ai rien contre ce pays-là, mais nous devons nous-mêmes développer, construire un tissu local. Donc le gouvernement a une énorme responsabilité. Et ensuite nous-mêmes, tout le corps social camerounais, la société civile, je ne suis pas en train de demander qu'on fasse de la préférence nationale, mais nous devons quand même de temps en temps avoir de la préférence pour les produits camerounais. Le consommateur camerounais a là sur ce sujet une énorme et grande responsabilité. Ce ne sont pas les autres qui viendront développer les Made in Cameroun. Et enfin, comment on fait pour passer de la petite industrie artisanale à la grande? En dehors de l'incitation étatique, de la volonté politique et du soutien des consommateurs, il y a aussi un travail que les productrices doivent faire. Elles doivent résolument s'inscrire dans un processus qualité. En cela, elles sont aidées par un certain nombre d'associations et d'organisations comme le JICAM, comme les associations dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais tout ceci est un processus et c'est une longue ligne qui implique un certain nombre d'acteurs. Et c'est la mise en commun de tous ces efforts qui permettra finalement qu'on voie grand et qu'on sorte de la petite artisanat pour arriver à la grande industrie, parce que le grand marché qui s'annonce à Kigali, nous n'irons pas là-bas en étant des petits, en produisant en très petites échelles. C'était Mireille Fomecan, présidente de la commission entrepreneuriat féminin du JICAM, à l'occasion de 2 jours de séminaires et d'exposition du savoir-faire des femmes entrepreneurs qui produisent et commercialisent des biens made in Cameroun. Une Camerounaise lauréate du prestigieux prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain. Il s'agit de Maximilienne Ngombe, figure de proue dans la promotion des droits humains et libertés politiques. Elle a levé le voile sur des violations des droits humains commis en situation de conflit. La directrice exécutive du REDAC est connue pour son appel à un cessez-le-feu et un processus de médiation pour le conflit dans les régions anglophones au Cameroun. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, le travail de Maximilienne Ngombe a contribué à bâtir une base plus solide pour le développement démocratique en cours au Cameroun. Il faut préciser que le prix international du courage féminin récompense les femmes qui ont fait preuve d'un courage et d'un leadership dans la promotion de la paix, de la justice, des droits humains au prix de grands risques et sacrifices personnels. Maximilienne Ngombe fait partie des 15 lauréates primées à travers le monde
par le département d'État américain aux États-Unis. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain-Otto et ses invités pour le début du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Rien ne justifie que des